Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bonsoir. Généralement, j'essaie de faire de ma dernière semaine de 100% avant les vacances l'apothéose de l'année écoulée. Malheureusement, cette année, il n'en sera pas ainsi, puisque, vous le savez, l'heure est grave, puisque nous allons suivre la critique de eSports UFC, de Place to Be, Notchan, et que Retro Magic sera consacré à Judge Dredd. Et nous nous retrouvons après une page d'actualité qui, attention, âme sensible, contient du placement de jeux vidéo. Dans les comics Marvel, Deadpool a la capacité rare de comprendre qu'il est un personnage de bande dessinée. Il ne se prive pas de briser ainsi le quatrième mur ou de faire des jeux de mots douteux. Avec ce trailer présentant sa table dédiée dans Marvel Pinball, il est tout aussi décontracté. Le psychopathe en collant rouge et à la langue bien pendue est ici en train de jouer à un flipper Deadpool, élément parmi d'autres de cette table de flipper virtuelle. Regorgeant de petits détails et typique de l'humour de l'anti-héros, la table à ses couleurs est disponible depuis aujourd'hui normalement sur un peu toutes les plateformes du marché. One more time, I dare you! Une news très rapide pour signaler que le chef-d'œuvre d'Eric Chahi est disponible depuis la semaine dernière sur les nouvelles consoles des différents constructeurs. Ceux qui n'ont jamais essayé ce grand classique n'ont désormais plus d'excuses pour ne pas parfaire leur culture vidéoludique sur un support ou un autre. Annoncé il y a un peu moins d'un an comme une exclusivité PS Vita, Murasaki Baby est ressorti du silence dans lequel il s'était enfermé depuis à l'occasion du dernier E3. Il l'a fait discrètement en se laissant jouer sur le stand de Sony, en s'autorisant une présentation sommaire sur la scène live de l'éditeur et en confirmant une date de sortie prévue pour septembre prochain. Manifestement très influencé par l'esthétique gothique et le travail de Tim Burton, Murasaki Baby nous proposera de guider une petite fille à travers des niveaux qui privilégieront le puzzle à la plateforme. Et le tout uniquement avec les deux surfaces tactiles de la PS Vita, le jeu se passant complètement de l'utilisation des boutons ou des sticks. Pour revenir brièvement sur ce que j'évoquais avant les news, et pour ceux et celles qui ne seraient éventuellement pas au courant, EA est l'acronyme de Electronic Arts, en français Arts électroniques. Sports en français, ça veut dire sport, mais au pluriel. Et si on rajoute à ces trois mots UFC, ça fait eSports UFC. Alors bon, outre que ça nous promet du Panzerkunst, est-ce qu'il ne faut pas voir là un message de la rédaction, voire d'une plus haute autorité? Eh bien, je pense que oui, car vous n'êtes pas censé ignorer la situation. Ultra Street Fighter 4 vient de sortir, WWE 2K15 commence déjà à pointer le bout de son nez. Alors bon, la question, elle est limpide. Hein. Street Fighter, WrestleMania, eSports UFC, que choisir? Comme vous le savez, Electronic Arts figure parmi les entreprises les plus détestées du monde du jeu vidéo. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la haine qu'il peut susciter dépasse parfois le cadre habituel de notre industrie. À la fin des années 2000, le géant américain s'est par exemple attiré les foudres de Dana White, le président de l'Ultimate Fighting Championship, la principale organisation de Mixed Martial Arts au monde. À l'époque, EA avait jugé bon de ne pas répondre aux avances du bonhomme en lui signifiant que la discipline ne disposait pas d'un potentiel commercial assez important pour mériter un quelconque investissement. Une prédiction bien présomptueuse qui n'allait pas tarder à être contredite. En 2009, THQ, qui a finalement décroché la licence, vendra plus de 2 millions de copies de son UFC 2009 Undisputed. Un chiffre impressionnant qui va amener EA à répliquer dès l'année suivante. Malheureusement pour lui, son eSports MMA ne convaincra personne et aura pour seule conséquence de réveiller l'animosité de White. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur cet opportunisme maladroit qui allait conduire le méchant Electronic Arts à ne jamais travailler avec l'UFC. Sauf que la santé financière de THQ va complètement changer la donne. Face à la perspective de voir sa marque disparaître du monde du jeu vidéo, le Dana White colère va vite se transformer en Dana White pragmatique. Et c'est ainsi qu'en 2012, il cédera la licence UFC à une société qu'il avait vivement critiquée par le passé. 2 années ont passé depuis qu'EA a mis la main sur la marque. Et si les conditions de cette acquisition restent floues, THQ ayant intenté un procès contre EA et Zuffa, la société détentrice des droits d'exploitation du UFC, un jeu est bien né de cette union un peu forcée, presque non désirée. C'est terminé.
Super boulot. Si eSports UFC, de son petit nom, arrive avec son lot de drama, il débarque aussi avec de solides références derrière lui. En effet, Electronic Arts a confié le développement du jeu à EA Canada, l'équipe à qui l'on doit notamment les derniers et excellents Fight Night. Un choix intelligent qui augurait du meilleur, sauf que les Mixed Martial Arts sont autrement plus complexes à retranscrire que le noble art. En effet, le studio n'est pas parvenu à donner la même authenticité au combat libre qu'au combat de boxe auquel il nous avait habitués. Le principal problème vient du manque d'impact des coups, du manque de précision du moteur de collision. On a beau placer des high kicks en plein sur l'arcade, des uppercuts pile dans la mâchoire, l'absence de sensation fait que l'on a parfois l'impression de taper dans le vide. Une sorte de mollesse pas franchement agréable que l'on retrouve à tous les niveaux et qui s'explique aussi par le manque de liant qu'il peut y avoir dans les animations. On tape avec les poings, on tape avec les pieds, on tape parfois même avec les genoux ou les coudes, mais on n'a jamais la sensation de faire des combos, un peu comme si les combattants devaient revenir à leur position initiale avant d'enchaîner. Ce manque de spontanéité et de naturel nuit forcément à la brutalité des combats, et il est particulièrement frustrant de ne pas pouvoir se jeter immédiatement sur son adversaire pour l'achever après l'avoir fait chuter grâce à un crochet bien placé. La partie sol, justement, ne se montre pas spécialement convaincante non plus. Que ce soit dans les transitions ou dans les différentes techniques de soumission, il y a un côté mécanique qui rend le jeu extrêmement lourd et désagréable. À l'évidence, les développeurs ont voulu restituer la richesse d'arts martiaux comme la lutte ou le jiu-jitsu. Mais le tout s'avère brouillon, alors que les commandes à base du stick droit, lors de ces séquences, auraient dû au contraire simplifier les choses. On note aussi que le système de soumission n'est pas franchement inspiré, puisqu'il est relativement aisé de se libérer d'une clé ou d'un étranglement, alors qu'à l'inverse, il est franchement compliqué de contraindre l'adversaire à l'abandon. Pour ce qui est du contenu, eSports UFC ne fait pas de miracle non plus. On trouve un didacticiel pour apprendre les bases, des défis pas vraiment intéressants pour approfondir les choses, un mode combat immédiat, un mode carrière, du jeu en ligne et un mode UFC Spotlight pour partager ses prouesses ou regarder celles des autres. Rien de foufou, en somme, d'autant que le mode carrière est assez raté, avec son interface horrible et sa progression bateau qui se résume à alterner séances d'entraînement et combat. Certains salueront l'arrivée de la Ligue féminine et la possibilité d'incarner les légendaires Bruce Lee ou Roy Gracie. Mais quand on sait que pour débloquer ces deux derniers, il faut finir le mode carrière en pro, soit le mode de difficulté le plus difficile, il y a de quoi pester. Évidemment, un petit détour par la case DLC permettra de s'épargner cet exercice fastidieux. Mais vous vous en doutez, c'est carrément le genre de détour qu'on ne cautionne pas. Et ça passe à côté. A noter, si vous avez loupé l'info, que si vous avez précommandé le jeu, un code vous permet de débloquer gratuitement Bruce Lee, notre vénéré maître. Il est évident qu'eSports UFC est pétri de bonnes intentions. Quiconque connaît un minimum les Mixed Martial Arts le reconnaîtra et saluera tous les efforts qu'il cristallise. Le souci, c'est que quiconque connaît un minimum les Mixed Martial Arts sera aussi bien forcé d'admettre qu'il est clairement moins bon que les UFC Undisputed produits par THQ. Malgré son expertise dans le domaine de la boxe, EA Canada n'est en effet pas parvenu à retranscrire de manière crédible la violence et l'intensité caractéristiques de cette discipline. Ce coup va laisser une marque. Entre le manque d'impact des coups, des collisions parfois un peu douteuses et des phases au sol pas vraiment convaincantes, le jeu se loupe sur à peu près tous les points où on l'attendait. Il n'y a peut-être rien de catastrophique, il est même possible que certains y trouvent leur compte. Mais bon, même d'un point de vue technique, eSports UFC n'impressionne pas. Les modélisations sont peut-être réussies avec des muscles qui se contractent et des attitudes plus travaillées que par le passé. Mais rien ne nous fait vraiment sentir que le jeu a été développé exclusivement pour les consoles de nouvelle génération. On notera aussi que la version Xbox One souffre parfois de micro-freeze, alors que la version PS4 se montre parfaitement fluide en toutes circonstances. Que l'ambiance, pas aidée par des commentaires français catastrophiques, est quasi absente. Il l'a pas vu venir ce Superman Punch. Ou encore que le contenu est finalement assez pauvre, là où un UFC Undisputed 3 intégrait par exemple un mode Pride FC. C'est terminé. Dominique Cruz l'emporte par TKO. Mais après tout, la vie n'est-elle pas qu'une question de choix? Entrée ou dessert, fromage ou dessert, ravioli grillé ou vapeur, voile ou vapeur, slip ou caleçon, bague au doigt ou corde au cou. Et lorsque l'on parle de nœud coulant, l'ami Médoc n'est jamais bien loin, car en professionnel exhibitionniste de l'event, il va encore nous déballer une liste longue comme un bras d'enfant d'endroits où il faudra que nous soyons pour être heureux. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, tu vis la vie belle et t'as passé une excellente saison remplie d'événements qui tuaient? De rien, anytime.
Et alors pendant que je continue de me masturber dans ma tête mais devant la caméra, je vais essayer de mobiliser une partie de mon cerveau de manière à tout de même te filer les endroits où être dans les jours à venir. En fait, je vais arrêter parce que ça me gêne. Le 28 juin à Bouillargues, c'est à côté de Nîmes, t'as le Hado Team Event 1 qui se déroule dans une salle polyvalente à l'ancienne. Au programme du karaoké, du jeu vidéo, du cosplay, des moments généreux en somme. Hein. Le tout payant bien évidemment, en tout cas pour les plus de 10 ans, parce que c'est comme ça mon pote. Parce que la vie elle a un prix et la fête elle a un coût mon petit bonhomme. Alors plus tôt tu la prends et puis mieux tu te portes. En vrai il devrait même faire payer les gosses. Les 27 et 28 juin à Dijon, t'as la 3e édition du Gamers Gathering. C'est du tournoi sur du Street, du Smash Bros, du Pokémon, du Mario Kart, entre autres, avec des trucs à gagner et des bornes d'arcade sur lesquelles passer du temps. C'est bien ça c'est les bonnes initiatives. Les 28 et 29 juin à Grenoble, t'as la Geek Night 5. La Geek Night, c'est quoi? C'est les jeux, c'est les tournois, c'est les concerts et c'est estampillé The Place to be Free. Assez dit. Du 2 au 6 juillet enfin, t'as Japan Expo, Japex, le J to the A to the P to the A. Enfin bref, Japan Expo, c'est là où la jeunesse sera. Où vous pourrez nous voir, nous, c'est là-bas où on sera. Il y aura du jeu top tourné, là-bas il y aura du J-top, des aventures, des cascades, des courses-poursuites peut-être, je sais pas encore. En tout cas, ça sera bien, ne serait-ce que parce que nous, on y sera. Et si, ça fait du sens quand tu réfléchis. Voilà, c'était le dernier The Place to Be de la saison, en fait. Ça veut dire que si tu m'as pas communiqué des infos pour tes events de l'été, bah c'est mort, il y aura personne. Voilà, il y aura peut-être des membres de ta famille, on s'en fout, on les connaît pas. Anyway, amuse-toi bien, fais attention, viens nous voir à Japex et abonne-toi. Alors, ouais, non, en fait, j'oubliais, vite fait, juste le temps de changer de t-shirt. Le 26 juin, à partir de 18h, au Showcase, bon, t'auras Félicia Day avec tout un tas de personnes qui s'occupent des web-séries du moment. Ils seront là pour te faire de la table ronde, pour te faire des vidéos inédites, des avant-premières et même de la musique en live. T'auras les Davy, t'auras les Rudy de Flanders, t'auras les Rémi Hoffman, les Pen of Chaos, les Tony Lork et bien évidemment le François Descraques. Ça va parler web-séries, ça va être bien, voilà. Je pars. Abonnez-vous. Il n'y a quand même pas que du malheur dans la vie, hein, parce que, imaginez-vous, non seulement c'est la dernière semaine de Benoît avant les vacances, c'est bientôt les vacances, et c'est la dernière rubrique de Nono-chan. Mais non, je suis pas content que ça s'arrête. Je suis content parce qu'on pourra peut-être la croiser au détour d'une plage, sur un matelas gonflable, en pixel kini. Mais il y a quand même plus de chances qu'on la croise à Japan Expo, mais il faudra bien ouvrir l'œil, parce que je crois qu'elle a prévu de se cosplayer en Nicolas Robin. Salut bande de tac, c'est Nono-chan. C'est bientôt les vacances. Certains passent peut-être encore des examens et il est de plus en plus dur de se réveiller. C'était inévitable. Ce qui devait arriver, arriva. Ce matin, vous êtes en retard. Comment faire pour que cela passe inaperçu? Il faut avoir des circonstances atténuantes. Par exemple, si votre père vous emmène en Batmobile, c'est déjà nettement plus la classe. Problème, il faut avoir une Batmobile. Pas forcément évident, mais pas impossible. Zach Mihajilovic, un Australien bricoleur, a mis plusieurs années à se fabriquer son véhicule d'homme chauve-souris. Il a récupéré en 2009 environ 30% des pièces détachées ayant servi à la fabrication de la Batmobile d'origine, celle du film de Tim Burton de 89. Puis, il a dû rendre le véhicule aux normes en vigueur avant qu'il puisse rouler légalement sur la route avec son bolide. Bon, pour aller à l'école ou au boulot, le costume de Batman, lui, est pas forcément nécessaire. Ce qui marche bien aussi, c'est d'avoir un mot d'excuses. Quand une lettre d'une banque sérieuse dit « Excusez-le du retard, il nous aidait à parfaire notre sécurité », ça le fait. Et ça a plutôt bien marché pour deux jeunes Canadiens en retard pour le début des cours après la pause de midi. Ils ont réussi à trouver le mot de passe par défaut d'un distributeur ATM du centre commercial local à l'aide d'une vieille documentation en ligne. Heureusement, ils n'ont pas profité de la situation et ont seulement fait apparaître sur l'écran de la machine « Ce distributeur vient d'être piraté ». Les responsables du distributeur de la Banque de Montréal ont bien dû reconnaître les faits, mettre à jour la sécurité de leur machine et justifier le retard des deux garçons de 14 ans. Au final, les jeunes gens ont simplement bien fouillé le net pour mettre en application un document qu'ils ont trouvé. Débrouillard, mais pas forcément des petits génies pour autant, du moins pour l'instant.
Ce qui est certain, c'est qu'ils n'avaient pas cherché leurs infos sur le moteur tagueule.fr. Il faut dire que celui-ci ne cherche rien et en prime vous parlera mal. À réserver à ceux qui sont pris d'une crise subite d'autodépréciation et de masochisme, le résultat est parfois surprenant sans pour autant nous faire croire que le programme pourrait passer le test de Turing. Oui, on a récemment beaucoup parlé de celui-ci car c'était, le 7 juin 2014, l'anniversaire des 60 ans de la mort du célèbre mathématicien gracié par la reine d'Angleterre seulement l'an dernier. Le fameux cryptographe a inspiré un test qui met en confrontation une machine et un interlocuteur humain. L'humain doit parvenir à déterminer lors d'un dialogue si son partenaire est un programme ou non. La version fictionnelle un peu plus évoluée et la plus connue est le test de Voight-Kampff, présenté dans Blade Runner si vous pardonnez un peu le raccourci. À l'occasion de cet anniversaire, certains ont proclamé qu'un ordinateur avait pu passer le test de Turing et duper ses interlocuteurs, sous certaines conditions, biaisant donc de fait le dit test. Jolie histoire qui coïncidait avec l'anniversaire de la mort de Turing, mais pas forcément très concluante en fait. Puis une machine, pour l'instant, ne peut pas encore rêver de moutons électriques ou avoir des désirs inavouables, comme par exemple se procurer cette eau de toilette Sailor Moon Miracle Romance qui va de pair avec la diffusion du nouvel animé des guerrières en uniforme marin. Pas de honte à avoir, hein, chacun son truc. Qui suis-je pour juger? Sérieusement. C'est vrai que moi perso, je préférais nettement plus mettre la main sur cette figurine de Dark Vador ou Darth Vader si vous voulez, merci d'éviter de me lapider. Bref, du Seigneur Sith en version samouraï commercialisé au Japon par Bandai durant l'hiver prochain. Oh, on peut rêver, non? C'est vrai quoi. Par exemple, quand on voit ces images de l'artiste Andrew Scaife, il s'est amusé à imaginer ce que pourrait donner Buffy, la série de Joss Whedon, version point and click comme à la grande époque de LucasArts. Enfin, vu que c'est les vacances, je vais enfin avoir un peu de temps pour jouer, pour lire tous mes bouquins, pour regarder mes DVD en retard, faire baisser ma pile de trucs entassés au pied du lit. Un peu, j'espère. Nochan, lui, a déjà commencé, hein, vu qu'il est parti en vacances sans même vous dire au revoir. C'est typique. Du coup, c'est mon tour aussi. Mais moi, je vous dis bonnes vacances, bon Japan Expo et profitez bien, bande d'attaque. Ah bah oui, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. La vie, c'est la vie, et puis la loi, c'est la loi. La loi, c'est moi. I am the law. Judge Dredd dans Retro Magic. Créé par John Wagner et Carlos Ezquerra dans les pages de la revue 2000 AD à la fin des années 70, le juge Joe Dredd s'est rapidement imposé comme l'un des personnages de comics britanniques les plus reconnaissables. Homme de loi aussi expéditif qu'intransigeant, faisant régner l'ordre de façon musclée dans un futur post-apocalyptique dénonçant avec humour noir les dérives sécuritaires des sociétés occidentales, Dredd a fait l'objet de multiples adaptations en jeux vidéo. Les Australiens de Beam Software sont les premiers à réaliser une adaptation vidéoludique des aventures de Dredd sur Commodore 64. Comme le comics, le jeu prend place au XXIe siècle, sur une terre ravagée par une guerre nucléaire. En Amérique du Nord, seules quelques enclaves de civilisation subsistent, séparées par un désert radioactif appelé les Terres Maudites. Mega City One est l'une de ces enclaves, une gigantesque jungle urbaine où s'entassent 800 millions d'habitants, gangrénés par une criminalité galopante. Mega City One est dirigé d'une poigne de fer par les juges, à la fois policiers, jurys et bourreaux. Joseph Dredd n'est pas seulement le plus inflexible de ces hommes de loi, il est la loi. Assez ambitieux, le jeu de Beam Software propose d'incarner Dredd alors qu'il doit traquer divers criminels dans les rues de Mega City One. Le jeu propose une structure ouverte, avec des tableaux interconnectés à la façon d'un Metroid. Malheureusement, malgré des graphismes corrects et une bonne volonté évidente des développeurs, l'action se révèle assez confuse, les objectifs peu clairs et la maniabilité trop raide. Quelques années plus tard, en 1990, une nouvelle adaptation voit le jour sur Amiga, Atari ST et Commodore 64. Développé par la société Random Access et publié par Virgin, le jeu abandonne la structure ouverte de son prédécesseur pour proposer une succession linéaire de niveaux. Chaque niveau est l'occasion pour Dredd de faire face à une menace issue du comics, avec à chaque fois des objectifs un peu différents.
Par exemple, pour mater la révolte des Fatties, Dredd devra détruire les distributeurs automatiques de nourriture. L'une des subtilités du jeu est que Dredd a un temps limité pour accomplir ses objectifs avant que la jauge de loi ne soit complètement vidée et la situation ne devienne hors de contrôle, ce qui équivaut au game over. Pour gagner des secondes supplémentaires, Dredd devra abattre des criminels. Mais attention, car des innocents parcourent également les niveaux, et leur tirer dessus par erreur aura pour effet de réduire la jauge de loi. Pas question de tirer sur tout ce qui bouge donc. En dehors de ça, le jeu s'avère vite ennuyeux et répétitif. Au début des années 90, Hollywood achète les droits de Judge Dredd et met en chantier un film à gros budget basé sur la bande dessinée. La société Midway, dont la série Mortal Kombat connaît alors un grand succès, se met au travail sur un beat'em up mettant en scène les personnages du comics et destiné aux salles d'arcade. Si l'on reconnaît immédiatement le style Mortal Kombat, avec des sprites réalisés en filmant des acteurs sur fond vert et un gameplay très rigide, Judge Dredd version arcade s'avère au moins très fidèle à l'univers du comics, même si ses qualités ludiques sont plus discutables. Bien que le jeu soit terminé, seul un petit nombre de bornes fut produit. Ces bornes furent ensuite installées dans quelques salles américaines en guise de test. Vu que le jeu ne connut pas de distribution à grande échelle, il faut croire que ce soft launch ne fut pas concluant. Cette indifférence du public américain s'explique sans doute en partie par le fait que les comics 2000 AD n'étaient alors pas très connus outre-Atlantique. Le film Judge Dredd sort en salle en 1995 avec Sylvester Stallone dans le rôle titre. Le juge fait son retour sur console par la même occasion, dans le jeu vidéo tiré du film. Sorti sur console 16 bits, console portable et PC sous DOS, le jeu du film est réalisé par Acclaim via son studio de développement Probe Software. Même si le film a causé la colère des fans du personnage, le jeu se révèle une excellente surprise, en particulier dans sa version Super Nintendo. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur jeu réalisé jusque-là par Probe. Il s'agit donc d'un jeu de plateforme-action où l'on incarne Dredd dans une succession de niveaux labyrinthiques, où il devra accomplir des objectifs précis, collant vaguement à la trame du film. On affrontera donc Rico, le frère/clone de Dredd, bien décidé à réduire Mega City One à feu et à sang. Si Dredd a à sa disposition un arsenal varié, il augmentera son score en arrêtant les criminels plutôt qu'en les tuant. Pour ce faire, il faudra leur infliger suffisamment de dégâts pour causer leur reddition. Les différents modes de tir disponibles et les différents coups qu'il est possible de donner au corps à corps rendent les combats assez tactiques, même si malheureusement les affrontements contre les boss n'exploitent pas cette richesse et se résument à des fusillades basiques. La palette de mouvements de Dredd est très étoffée, et les niveaux regorgent de passages secrets accessibles en utilisant intelligemment le décor, et notamment des caisses destructibles qu'il est possible de pousser pour créer des plateformes. Plus tard, Dredd aura accès à divers accessoires, comme une sorte de jetpack. La version Super Nintendo inclut bien évidemment un stage en mode 7, dont on se serait par ailleurs bien passé tant il n'apporte rien d'un point de vue ludique. Si l'on apprécie le jeu de Probe pour sa réalisation de qualité et son gameplay bien huilé, on s'aperçoit rapidement qu'il est surtout l'œuvre d'authentiques fans du comics. Les niveaux sont bourrés de clins d'œil et de références aux plus célèbres aventures papier de Dredd, comme par exemple la présence de graffiti Chopper dans les décors. Encore mieux, les légendaires Dark Judges, Death, Mortis, Fire et Fear, ennemis jurés de Dredd dans le comics, pourtant totalement absents du film, ont un rôle majeur dans cette adaptation. L'intrigue du long métrage cinéma est d'ailleurs assez vite expédiée pour mettre Dredd face aux Dark Judges, véritables antagonistes du jeu. 2 ans plus tard, c'est à la PlayStation d'accueillir son adaptation de Judge Dredd, cette fois-ci sous la forme d'un rail shooter façon Time Crisis. Tandis que les décors en 3D précalculés défilent en arrière-plan, Dredd doit éliminer des hordes de cyborgs et autres criminels tout en évitant de toucher les innocents et les otages. Proposant une expérience correcte, le jeu est surtout mémorable pour ses scènes cinématiques en prise de vue réelle, à la réalisation glorieusement kitsch et au second degré omniprésent. Mais certains diront que ces séquences dignes des pires nanars sont toujours plus réussies et fidèles au personnage que le film avec Stallone. Il faudra attendre 2003 pour que Joe Dredd reprenne du service sur PC, GameCube, PS2 et Xbox dans Dredd vs Death. Entre-temps, 2000 AD a été racheté par l'éditeur de jeux vidéo Rebellion, connu pour la série Alien vs Predator. Rebellion se met donc immédiatement au travail sur un jeu vidéo mettant en scène le plus dur à cuire des juges de Mega City One. Dredd vs Death est un FPS à petit budget et fut d'ailleurs vendu à petit prix au moment de sa sortie. Une stratégie commerciale avant-gardiste qui trouve écho aujourd'hui dans les jeux sortant directement en téléchargement.
On y incarne le juge Dredd à la première personne, tandis qu'il défend Mega City One contre une invasion de vampires et autres morts-vivants. Il découvre évidemment rapidement que ces troubles sont causés par les Dark Judges, qui cherchent à s'échapper de leur prison. Comme le jeu Super Nintendo, Dredd vs Def encourage le joueur à arrêter les ennemis plutôt que les tuer. Cela permet notamment d'obtenir une meilleure évaluation à la fin des niveaux, et de débloquer divers bonus comme des skins supplémentaires pour le mode multijoueur. Dredd n'a pas non plus tous les droits. Tirer sur les innocents, les autres juges, ou faire preuve de cruauté injustifiée envers les ennemis causera l'arrivée des SJS, la police des polices de l'univers de Dredd, suivi d'un game over. En revanche, aucune retenue n'est demandée face aux morts vivants, que le joueur peut donc éliminer à grand renfort d'explosions ou de lance-flammes. Comme dans la BD, l'arme de service de Dredd, le fameux pistolet Lawgiver, possède plusieurs modes de tir, perce-armure, incendiaire, high-X ou encore rebond. Dredd vs Def n'est pas très long, et la première moitié du jeu est clairement mieux réalisée que la seconde un peu bâclée. L'univers des comics 2000 AD est malgré tout très bien reconstitué, avec des décors urbains parfois très réussis, un humour grinçant bienvenu et une bande-son entraînante. Les amateurs de télévision britannique reconnaîtront d'ailleurs peut-être la voix de Judge Def. Il s'agit de Nicholas Briggs, interprète des Daleks et Cybermen dans les épisodes récents de Doctor Who. Comme mentionné plus tôt, le jeu inclut également un mode multijoueur classique mais efficace. Bien que très loin d'une qualité AAA, Dredd vs Def était un divertissement plus qu'honnête pour son prix. Malgré la sortie en 2012 d'un deuxième film vraiment réussi avec Karl Urban dans le rôle titre, Judge Dredd n'a pas connu de nouvelle adaptation vidéoludique en dehors de quelques petits jeux sur mobile et tablette. Autant dire que c'est un crime. Et nous voilà déjà au terme de mon pénultième 100% avant les vacances. Alors courage, tenez bon, hein, je suis tout cœur avec vous, plus qu'un, et puis ça y est, on sera tranquille, ce sera les vacances. Alors courage, hein, et lâchez pas l'affaire, des gros bisous.